Salut! Est-ce que tu t'es bien débrouillé pour repérer les informations importantes de la situation problème, etc.? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Quand tu reçois une situation problème à résoudre, tu devrais la lire une première fois au complet sans t'arrêter. Ensuite, tu la relis une deuxième fois en surlignant les données importantes, en ajoutant des notes et même des formules que tu penses utiliser plus tard. T'en profites pour te poser à toi-même le même genre de questions auxquelles tu viens de répondre dans le questionnaire. Ça te permet de t'assurer que tu as fait le tri entre les données importantes et celles qui sont inutiles. Ça te permet aussi d'aller chercher les informations qui sont plutôt implicites, c'est-à-dire qui ne sont pas écrites directement dans le texte. Quand cette étape-là est faite, tu devrais avoir une bonne vue d'ensemble du problème. Maintenant, je vais te montrer comment moi, je m'y serais pris. Je commence par lire les premières phrases. Il est aujourd'hui très populaire de passer une soirée complète à jouer à des jeux de société avec ses amis. Étant toi-même un grand amateur de jeux, tu as réussi à te trouver un emploi d'été chez la compagnie québécoise Allo Jeux. Tu vas travailler à la finalisation de leur tout dernier produit, Exatera. Ce paragraphe, c'est juste une petite introduction. Il ne contient pas de données importantes. Je continue. Il s'agit d'un jeu destiné à un public de 8 ans et plus, d'une durée approximative de 30 minutes, qui peut se jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. Le fait que ce soit un jeu pour 8 ans et plus ou pour 12 ans et plus, ça ne change rien. C'est une donnée inutile. Je peux carrément la rayer. La durée de jeu non plus n'a pas d'importance. Par contre, le fait que ce soit un jeu pour 2, 3 ou 4 joueurs, c'est important pour la quantité de matériel nécessaire. Je le surligne. Et je continue. Ceux-ci doivent placer des tuiles de forme hexagonale afin de former le plateau de jeu. Par la suite, pour prendre le contrôle des tuiles hexagonales, ils doivent y déposer des jetons influence tout en pigeant des cartes qui déterminent les actions qu'ils peuvent effectuer. Ça décrit le fonctionnement du jeu, il n'y a pas de données importantes, à part le fait qu'il y aura des hexagones. Sur cette diapo, on me donne mon mandat. Il s'agit de ce que j'aurai à faire concrètement, mais ce n'est pas sur ça que je veux me concentrer pour l'instant. J'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Dans cette diapo, on parle de la boîte de jeu. Chaque boîte est composée de 2 morceaux qui s'emboîtent comme sur la figure suivante. Chaque morceau a la forme d'un prisme à base carrée, de 20 cm de côté et d'une hauteur de 12 cm. Remarque, même si le couvercle est légèrement plus grand pour permettre aux morceaux de s'emboîter, la différence de taille entre les deux morceaux est négligeable. J'apprends que la boîte est constituée de 2 morceaux presque identiques et que ces morceaux sont des prismes à base carrée. La figure me permet de comprendre que chaque prisme n'a qu'une seule base, alors je devrais prendre ça en considération pour les calculs concernant la boîte. Je surligne les dimensions du prisme et j'en profite pour les noter directement sur la figure. Avec ces mesures, je me doute que j'aurai probablement à calculer l'aire de la boîte. Je vais continuer ma lecture pour en être sûr. En survolant cette diapo, je vois qu'il y a plein d'informations sur les tuiles. Au début de la partie, chaque joueur doit commencer avec le même nombre de tuiles hexagonales. Je surligne cette information et j'ajoute comme note que la partie peut se jouer à 2, 3 ou 4 joueurs. Une partie d'Exatera se termine lorsque toutes les tuiles ont été posées. À ce moment, la superficie totale du plateau de jeu doit être entre 20 et 27 décimètres carrés. Je vois une contrainte. Le plateau de jeu doit être entre 20 et 27 décimètres carrés lorsque toutes les tuiles seront posées. Cette information est reliée à la taille de chaque tuile que je peux observer sur la figure. En surlignant la largeur et la hauteur de l'hexagone, je me rends compte que ces dimensions sont en centimètres, alors que les contraintes d'air sont données en décimètres carrés. Je le souligne pour me faire penser à la conversion d'unités à faire plus tard. Maintenant, j'analyse la figure un peu plus en détail et je vais y ajouter des annotations. Comme il s'agit d'un hexagone, je peux le découper en 6 triangles comme ceci. Je sais que les triangles qui forment un hexagone régulier sont des triangles équilatéraux. Ça veut dire que chaque segment qui va du centre à un sommet est de la même longueur que le côté de l'hexagone. Autrement dit, la mesure de 8,2 cm qui correspond à la distance entre deux sommets opposés me donne indirectement le côté de l'hexagone. Pour ce qui est de la distance entre deux côtés opposés qui est de 7,1 cm, si je place ce segment au centre de l'hexagone, ça me donne 2 apothèmes bout à bout. Autrement dit, le 7,1 cm me donne l'apothème de l'hexagone de façon indirecte. Bien déchiffrer les figures, ça fait aussi partie de la lecture du problème. Maintenant, je peux continuer ma lecture. Sur cette diapo, j'ai les informations concernant les jetons. Ce sont de petits disques que les joueurs doivent placer sur les tuiles hexagonales.
Il faut être capable d'en placer exactement 2 sur une tuile sans qu'ils débordent de l'hexagone. Je surligne le fait qu'il faut placer exactement 2 jetons côte à côte sur une tuile, comme on le voit sur la figure. Autrement dit, je comprends qu'on me donne indirectement le diamètre d'un jeton. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de prendre la largeur d'un hexagone, qui est de 7,1 cm, et de le diviser en 2. Je le note directement sur la figure. Il faut s'assurer d'avoir assez de jetons pour que toutes les cartes gains de 2 jetons influence puissent être jouées. Par exemple, si le paquet de cartes comprend 10 cartes gains de 2 jetons influence, alors la boîte doit contenir 20 jetons. Après avoir lu ce paragraphe, je comprends que le nombre de jetons est égal au double du nombre de cartes gains de 2 jetons. Je le note sous la forme d'une équation que je vais réutiliser quand je vais résoudre le problème. Et je continue. Sur cette diapo, je retrouve ce qui concerne les cartes à jouer. Il doit y avoir assez de cartes pour faire au moins 25 tours de jeu. Je surligne qu'il faut pouvoir faire au moins 25 tours de jeu. Les mots « au moins » me font comprendre que c'est un minimum, mais que ça peut être plus que ça. Je continue ma lecture. Il y a 4 types de cartes. Les cartes placement d'un hexagone représentent les 2/5 des cartes. Les cartes gains de 2 jetons influence représentent le 8e des cartes. Le quart des cartes donne des points boni. Le reste des cartes permet de jouer les jetons influence. En plus de surligner, je note le rapport entre les types de cartes et le nombre de cartes en fractions, soit 2/5, 1/8 et 1/4. Pour le 4e type de carte, comme on me dit que c'est le reste des cartes, je comprends que j'aurai à soustraire chacune de ces fractions à un entier. Le coût de production des cartes à jouer est proportionnel au nombre de cartes produites. Par exemple, un paquet de 54 cartes coûte 1,62 $ à produire. Le coût est proportionnel au nombre de cartes signifie que plus il y aura de cartes dans le jeu, plus ça va coûter cher, et ce, en respectant toujours le même taux unitaire. Ça tombe bien puisque l'exemple dans la dernière phrase me donne justement un taux de 54 cartes pour 1,62 $. Je pourrais me servir de cet exemple pour calculer le taux unitaire, c'est-à-dire le prix pour une seule carte. Maintenant, je peux continuer. Ici, je trouve les détails concernant les prix. Les tuiles, les jetons et la boîte sont faits à partir de cartons plastifiés que la compagnie Allojeux se procure en vrac au coût de 30 $ par mètre carré. Dans ce paragraphe, j'ai le prix du carton, soit 30 $ par mètre carré. J'ai aussi la liste des items qui sont en carton, c'est-à-dire les tuiles, les jetons et la boîte. Il faut ajouter 18 % de carton supplémentaire pour combler les pertes lors de la découpe des pièces. Ici, je surligne cette information car ça va correspondre à une étape qu'il ne faudra pas oublier de faire avant de calculer le prix de vente du jeu. Le coût de production d'un jeu doit être égal à 45 % du prix de vente ou moins. Le jeu doit être vendu entre 46,99 $ et 49,99 $ inclusivement. Ici, on me donne les contraintes permettant de fixer le prix de vente. Je devrais choisir un prix de vente entre 46,99 $ et 49,99 $ et vérifier que mon coût de production est inférieur ou égal à 45 % du prix que j'ai choisi. Nous venons de compléter la composante 2 de la stratégie de résolution de problème, soit identifier les informations importantes. Maintenant, pour la 3e composante, c'est-à-dire identifier la réponse attendue, tu dois répondre à quelques questions et on se revoit après. Salut, c'est encore moi. Est-ce que tu as réussi à identifier l'objectif et les contraintes de cette situation problème? Dans la précédente vidéo, nous avons repéré et indiqué les informations importantes. Maintenant, nous allons discuter de la 3e étape de la stratégie de résolution de problème, c'est-à-dire identifier la réponse attendue. C'est très important de savoir ce qui est attendu de toi dans une situation problème pour éviter de faire des calculs inutilement et de partir dans une mauvaise direction. Ça te permet de commencer à organiser ta démarche en t'assurant de tenir compte de toutes les contraintes. Maintenant, je vais te montrer comment moi, je m'y serais pris. Dans une situation problème, on retrouve presque toujours une section comme celle-ci qui s'intitule « Ta mission, ton but, ton objectif ou ton mandat ». Voilà, ici ça s'appelle « Ton mandat ». C'est ici que je vais retrouver ce qu'on attend de moi. Je vais lire le premier paragraphe. Tu dois déterminer le contenu exact de chaque boîte et le prix de vente du jeu. Assure-toi de respecter toutes les contraintes de la compagnie Allojeux. Donc, je vois qu'il y a 2 choses à faire. Déterminer le contenu exact de chaque boîte et déterminer le prix de vente. On me dit aussi que j'aurai des contraintes à respecter. C'est normal. Dans toutes les situations problèmes, il y a des contraintes à respecter. J'en ai discuté rapidement dans la vidéo précédente, mais je vais y revenir.
Maintenant, je lis la dernière phrase. Tu dois inscrire le tout dans un rapport. Comme on me dit qu'il y a un rapport à remplir, je vais tout de suite aller voir de quoi a l'air ce rapport-là et ce qu'on y retrouve. Voici le rapport à remplir. Dans la case de gauche, je retrouve l'inventaire d'une boîte de jeu. Je dois donc y inscrire le nombre de tuiles, de jetons et de cartes de chaque type. Dans la case de droite, je retrouve tout ce qui concerne les coûts. Je vois d'abord que je devrais mettre le coût de tout le carton, qui comprend la boîte elle-même, les tuiles et les jetons. Ensuite, j'aurai à inscrire le coût des cartes, qui comprend les 4 types de cartes. Sur la troisième ligne, il s'agit simplement du coût du total des 2 coûts précédents. Finalement, sur la quatrième ligne, je devrais inscrire le prix de vente que j'aurai choisi et qui dépend du coût total de production. Maintenant, je vais comparer ce rapport avec le mandat que j'ai lu plus tôt. Dans le mandat, il y avait 2 éléments, soit déterminer le contenu de chaque boîte de jeu, ce qui correspond à la case de gauche, et déterminer le prix de vente, ce qu'on retrouve à la fin de la case de droite. Ça veut donc dire qu'en remplissant ce rapport, j'aurai entièrement rempli mon mandat. Mais attention, ce n'est pas toujours le cas dans les situations problèmes. Parfois, le rapport n'est même pas fourni. C'est alors à toi de le créer et de le remplir en fonction de ce qui est demandé dans le mandat. Parfois, le rapport est juste une partie du mandat. Par exemple, si dans le mandat, on nous demandait ce qu'on veut faire avec les profits de la vente du jeu, alors pour avoir une réponse finale complète, en plus de remplir ce rapport, il aurait fallu ajouter une petite partie sur les profits. Maintenant, j'ai mentionné plus tôt qu'il y avait des contraintes à respecter. Je vais aller les repérer dans le texte. Dans la section de l'énoncé qui traite des tuiles, on retrouve 2 contraintes qui vont permettre de déterminer le nombre de tuiles. Chaque joueur doit commencer avec le même nombre de tuiles et, quand toutes les tuiles sont jouées, l'aire du plateau doit faire entre 20 et 27 décimètres carrés. Autrement dit, on ne m'impose pas un nombre précis de tuiles. C'est à moi de choisir. Tant que le nombre de tuiles que je choisis se divise par 2, par 3 et par 4, et que le plateau formé par toutes ces tuiles ne soit ni trop petit ni trop grand. J'aurai donc à montrer que mon choix respecte ces 2 contraintes. Montrer que les contraintes sont respectées, ça veut dire laisser les traces de mes calculs. Mon enseignant doit voir les calculs qui prouvent que les contraintes sont respectées. Je me souviens que quand il y a des contraintes comme celle-là, il peut y avoir plus qu'une solution possible. L'important, c'est de montrer que mon choix fonctionne. Sur cette diapo qui donne les informations sur les cartes, j'ai la contrainte suivante. Il doit y avoir assez de cartes pour faire au moins 25 tours de jeu. Encore une fois, c'est à moi de choisir. Il s'agit d'un minimum, mais je peux choisir d'avoir assez de cartes pour faire 26, 30 ou même 32,5 tours de jeu. Sur la diapo qui présente les infos sur les coûts et le prix de vente, je remarque 2 contraintes concernant le prix de vente. Le coût de production doit être égal à 45 du prix de vente ou moins, et le prix de vente doit être entre 46,99 et 49,99 $. Il s'agit donc de limites qu'on m'impose. C'est à moi de choisir le prix de vente. Je dois choisir un montant entre 47 et 50 $ et montrer que le coût de production que je vais avoir obtenu est inférieur ou égal à 45 du montant choisi. Si mon choix ne respecte pas l'autre contrainte, je fais un choix différent et je refais ma vérification. Si mon choix ne fonctionne toujours pas, je recule dans le problème pour trouver des façons de diminuer le coût de production du jeu. Par exemple, je vais essayer d'inclure moins de cartes ou moins de tuiles. Si le choix que j'ai fait fonctionne, c'est super. Je peux aller l'indiquer dans le rapport final et aller de l'avant. Nous venons de terminer la composante 3 de la stratégie de résolution de problème, soit identifier la réponse attendue, qui comprend aussi une petite analyse des contraintes. Maintenant, pour la 4e composante, tu dois répondre à quelques questions et on se revoit après. Salut, c'est toujours moi. As-tu réussi à répondre correctement aux questions concernant l'établissement de ton plan de résolution? Allons voir ça. Dans les 2 précédentes vidéos, j'ai complété les étapes 2 et 3 de la stratégie de résolution de situation problème. Maintenant, je vais discuter de la 4e étape, établir mon plan de résolution. C'est très important de savoir où on s'en va quand on résout une situation problème. Il faut bien déterminer l'ordre dans lequel on doit réaliser les calculs. L'idéal, c'est d'y aller à rebours. À chaque étape, je me demande quelle information il me faudrait pour accomplir cette étape-là, et je la note sous forme de liste. De plus, je peux feuilleter le cahier de réponse et le rapport final pour m'aider à identifier les étapes à suivre. Si je commence par le dernier élément du rapport final, je vois que je dois déterminer le prix de vente. Pour déterminer le prix de vente, il me faut le coût total de production du jeu. Pour avoir le coût total, il me faut le coût des cartes et le coût du carton. Pour avoir le coût des cartes, il me faut d'abord le nombre de cartes. Idéalement, les 2 étapes qui concernent les cartes se feraient l'une à la suite de l'autre.
mais ce n'est pas grave pour l'instant, je suis juste en train de faire une liste. Je reviendrai plus tard sur l'ordre des étapes. Pour avoir le coût du carton, il me faut la quantité totale de carton nécessaire. Pour cela, il me faut plusieurs choses. Il faut le nombre de jetons et le nombre de tuiles que je retrouve ici dans le tableau. Mais il faut aussi l'aire d'un jeton, l'aire d'une tuile et l'aire de la boîte. Voilà, ma liste d'étapes est à l'envers, alors je la remets dans le bon ordre et j'obtiens mon plan. Une fois que tous ces calculs sont faits, l'étape ultime, ou la conclusion en quelque sorte, c'est de remplir le rapport. Ça me fait donc une 12e étape. Comme je l'ai mentionné plus tôt, je peux réorganiser l'ordre de certaines étapes pour que ça ait plus de sens. Par exemple, pour les étapes 2 à 5, je me rends compte que ça alterne entre tuiles et jetons. Je peux donc inverser l'ordre des étapes 3 et 4 pour regrouper celles à propos des tuiles et celles à propos des jetons. Je remarque la même chose pour les étapes 6 à 9 qui alternent entre carton et carte. Je vais donc inverser les étapes 7 et 8 pour terminer les calculs sur le carton avant de travailler sur les cartes. Voici mon plan jusqu'à maintenant. Même si ça semble fonctionner, c'est possible que je ne sois pas capable de réaliser certaines étapes à cause des liens de dépendance dans la situation problème. Par exemple, dans la partie sur les jetons, je me souviens que le nombre de jetons dépend du nombre de cartes gain de 2 jetons influence. Autrement dit, je dois trouver le nombre de cartes avant de déterminer le nombre de jetons. Je reviens donc à mon plan. Je me rends compte que l'étape du nombre de cartes vient après celle du nombre de jetons. Donc, si je suis ce plan-là, je devrais me rendre à l'étape 8 avant de revenir à l'étape 5 et de terminer ma démarche dans l'ordre prévu. Il n'y a rien de grave là-dedans. Mais comme je viens de m'en rendre compte, je décide de faire les étapes sur les cartes avant celles sur le carton. Je place donc les étapes 8 et 9 au tout début et j'obtiens finalement le plan suivant. Voilà, ça c'est mon plan de résolution. Il est composé de 12 étapes distinctes. Le tien n'a pas besoin d'être identique au mien. Par exemple, tu peux très bien décider de travailler sur les tuiles avant de t'occuper de l'aire de la boîte. Autrement dit, tu pourrais faire les étapes 4 et 5 avant de faire l'étape 3. Ce qui est certain, c'est que les 3 dernières étapes ne peuvent pas vraiment changer de place. En effet, il faut absolument avoir calculé le coût du carton et des cartes, donc les étapes 2 à 9, avant de calculer le coût total. Et ça prend le coût total de production pour déterminer le prix de vente. Pour ce qui est du rapport final, c'est possible de le remplir au fur et à mesure plutôt que d'attendre à la fin. Par exemple, après avoir fait l'étape 1, tu pourrais tout de suite aller renseigner tes résultats dans le rapport final. Ce qui est certain, par contre, c'est que tu dois t'assurer que ton rapport final est complet avant de remettre ta copie. Finalement, au lieu d'avoir 12 étapes, comme dans mon plan, tu peux décider de regrouper les étapes qui sont sur une même thématique et de faire des sous-étapes. Voici un exemple. En voici un autre où j'ai regroupé les calculs de coûts dans une même étape, soit l'étape 3. Bref, c'est à toi d'organiser ton plan à ta façon et de le réajuster en cours de route au besoin. Voilà, ensemble on a donc fait les 4 premières étapes de la stratégie de résolution de problème. Il ne te reste qu'à résoudre le problème, donner une réponse complète et valider ta réponse. Mais ça, je te laisse t'en occuper. Le corrigé complet sera disponible sur la page web où se trouve cette situation problème. Bon travail et à bientôt!